Bon, mais moi, je suis Paola Baqueta. Je suis née à New York, qui est la terre du peuple Lenape, à Turtle Island, que les colons appellent les États-Unis. Et je suis née là-bas. J'ai été élevée plus ou moins la plupart du temps sur la côte est des États-Unis. Je viens d'une famille assez compliquée où j'ai 4 héritages. Du côté de ma mère, on est vénézuélienne et Wayuu, du peuple Wayuu qui est native, et turque. Et du côté de mon père, italienne et de l'Afrique du Nord-Est. Puis la famille est très élargie, on a une très grande famille. Et la plupart des personnes, la plupart des cellules familiales de notre grande famille viennent de la classe populaire. Dans ma famille, précisément, on était plutôt de la classe moyenne, ce qui m'a donné le privilège de l'éducation, en fait, de l'idée de faire des études, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres dans ma famille. Je suis queer depuis ma naissance. Je suis jamais passée par une phase hétéro, heureusement. Je suis très contente d'avoir été queer toute ma vie. Et voilà, mes privilèges, je pense que, en fait, le fait que j'ai un doctorat, que j'ai pu en fait faire des études, que j'ai un travail, et que ce n'est pas dérisoire parce que nous vivons dans une économie absolument difficile. Beaucoup de personnes qui ont des doctorats et qui sont des gens brillants n'ont pas de travail, donc je considère que c'est un privilège. Et aussi aux États-Unis, la plupart des gens, beaucoup de gens n'ont pas d'assurance médicale. J'ai un travail qui me permet de l'avoir. Beaucoup de gens n'ont pas de retraite. J'ai un travail qui me permet d'avoir une retraite. Et donc, je considère que ça, c'est vraiment un privilège important. Bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'était ça la question. Euh, mon parcours, bon, je milite depuis très jeune. Et en fait, au début, j'ai milité dans des groupes antiracistes, des groupes d'extrême gauche, etc. Et puis, quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à militer chez les lesbiennes et les LGBT et les queers. Je suis cofondatrice du groupe Dyke Tactics. En français, ce serait Goudou Tactique. Et donc, c'est un collectif qui m'a beaucoup formée. C'est pour ça que je cite ce groupe-là au lieu des multiples autres groupes, puisque nous, on vivait ensemble dans 2 maisons. On travaillait ensemble dans une librairie féministe et queer qui s'appelait Alexandria Books. Tout ça s'est passé en Philadelphie. Notre collectif aujourd'hui est connu parce que c'est le premier collectif queer à porter plainte contre la police pour la brutalité contre les queers. Et donc, on a eu un procès. Moi, j'en faisais partie. On était 6. On est les Dyke Tactics 6. Et voilà, donc c'est connu pour cela, mais moi je pense qu'il y a autres choses qui sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire que nous avons développé un point de vue spécifiquement lesbienne et queer contre la colonialité, contre le capitalisme, contre le racisme et contre la misogynie et contre même l'aspécéisme. La plupart d'entre nous étaient végétariennes. Bon, et puis, on a subi pas mal de répression. Après Dyke Tactics, parce que nous étions aussi engagés dans des mouvements, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la double militance
et parfois la triple militance au sein du groupe. Et par exemple, moi-même, j'ai été arrêtée. Mais bon, d'abord, les groupes, le type de double militance que nous faisions, il faut peut-être que j'explique. Il y avait par exemple le mouvement pour l'indépendance de Puerto Rico, le mouvement le mouvement Native American Movement, le mouvement pour la libération contre le colonialisme des natifs, et plusieurs types de mouvements, le mouvement noir, le mouvement, tous les mouvements. Et moi-même, j'ai été arrêtée parce que je soutenais Assata Shakur, qui faisait partie du mouvement noir, qui était accusé d'avoir tué un policier qu'elle n'a pas tué parce que c'était physiquement impossible. Mais en tout cas, on a voulu, à cette époque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les false charges. Ils essayaient de poursuivre des gens là où il n'y avait pas de preuves parce qu'on n'avait rien fait. Mais c'était assez courant à l'époque et ça m'est arrivé à moi. Et donc j'ai été mise en prison tout au début. Et puis après, c'est mon collectif qui a pu me libérer et trouver des avocats pour moi. Et j'avais un avocat, William Kunstler, qui était un des avocats d'Assata Shakur aussi. Et j'étais aussi dans la même prison. Elle était dans la cave, isolée, toute seule. Et moi, j'étais tout en haut. Et c'était un prison d'hommes. Et donc il y avait juste dans la cave et juste au dernier étage des femmes. Et ensuite, j'ai eu un procès et je risquais 40 ans de prison. Mais les policiers sont venus au procès et ils ont dit qu'ils n'avaient pas de preuves pour me poursuivre. Et j'étais vraiment heureuse et j'ai dit à tout le monde que j'allais faire la fête tout de suite. Mais mon avocat m'a dit que ce n'était pas le cas parce qu'ils allaient me porter plainte de nouveau, probablement, sur une chose similaire, mais pas exactement la même chose. Tout ça s'est passé dans la New Jersey. Alors, il m'a dit soit d'arrêter de militer, ce qui n'était pour moi il n'y avait pas question de ça, ou bien il fallait que je quitte les États-Unis. Donc, je suis partie. Et d'abord, je suis allée en Italie et j'ai passé 2 ans et demi à Rome. La plupart du temps, j'étais à la Via del Governo Vecchio, la Casa delle Donne, la maison des femmes de Rome, à l'époque, qui était pas la même maison des femmes d'aujourd'hui, qui est à Trastevere, mais plutôt c'était l'ancienne maison des femmes qui était un squat et constamment menacée et tout ça, mais on s'est bien organisé, on avait toute une vie. J'ai retrouvé une vie de lesbienne à l'intérieur de cette maison. Et aussi une vie vraiment politique parce que nous étions aussi impliqués dans presque toutes les luttes de l'époque. Au bout de 2 ans et demi, il y avait énormément de répression en Italie en général, ainsi qu'à l'intérieur de la maison et des femmes, et j'avais peur de rester là. Et donc, je suis partie et je suis venue à Paris. Voilà. Et c'est comme ça que je suis venue en France. Mais je suis venue en France et j'étais immédiatement dans les mouvements de nouveau. Donc j'étais à la Maison des femmes de Paris, 8 Cité Prost, pas la Maison des femmes qui existe actuellement, mais celle d'avant, où il y avait une quinzaine de groupes féministes à l'intérieur de la maison. Et j'ai milité dans le mouvement féministe, dans le mouvement lesbienne, dans le mouvement antiraciste et pro-immigration de l'époque, ce qui n'était pas simple à l'époque. En 1984, j'ai co-fondé avec d'autres le collectif féministe contre le racisme et contre l'antisémitisme. C'était ensemble à l'époque, en 1984.
Et puis le collectif lesbien contre le fascisme et le racisme. C'était aux archives lesbiennes qu'on avait créé ça. Voilà, donc c'était ça ma militance. Après, je suis allée en Inde. Après les 7 années qui devaient écouler après le procès, parce qu'au bout de 7 ans, en New Jersey, à l'époque, on ne pouvait plus te poursuivre. Et donc, je me sentais assez libre, mais j'y croyais pas trop. Donc, je ne suis pas rentrée parce que j'y croyais pas exactement trop. Et donc, je suis allée en Inde et j'ai passé 6 ans en Inde. Entre-temps, avec tout cela, j'ai fait des études, j'avais jusqu'au doctorat. Et puis après, je suis rentrée aux États-Unis. Voilà. En Inde, j'ai milité aussi dans le mouvement féministe, dans le mouvement queer, et aussi contre le nationalisme hindou, qui est un nationalisme d'extrême droite qui maintenant, malheureusement, est au pouvoir en Inde. Mais à l'époque, ce n'était pas. Et c'était juste un nationalisme anti-autre. Et j'ai fait ma thèse sur le nationalisme hindou, le genre et la sexualité. Avec le parcours que j'ai eu, je me positionne enfin de manière multiple dans l'espace. Ce n'est pas possible pour moi de penser à un seul pays. Je vis aux États-Unis, je vis à Berkeley, je suis prof à l'Université de Californie à Berkeley dans un département de genre. Mais en fait, je viens très souvent en France. Je passe 3 mois d'habitude l'été en France. Je rentre en Inde quand je peux. Et puis, je vais ailleurs aussi. Notamment, j'ai un rapport de plus en plus avec le Brésil. Et donc, je ne me vois pas vraiment complètement liée à un seul endroit dans le monde. Mais pour parler en fait de ma réalité locale, par exemple à Berkeley, je dirais que je suis engagée à la fois à l'intérieur de l'université, où il faut tout le temps se battre parce que les acquis, les soi-disant acquis qu'on avait, qui sont soi-disant les acquis de nos aînés et de nous, sont toujours menacés par le pouvoir à l'université. Moi, j'envisage l'université, mais je pense que l'université, pour moi, carrément un appareil de l'État. C'est vraiment l'appareil éducatif de l'État, dans le sens de la Althusser même. Pour moi, c'est absolument ça. C'est censé être un lieu où on arrive à penser, on a la possibilité de penser librement, etc. Et pour moi, mon expérience, c'est que c'est le contraire de cela et qu'il faut tout le temps se battre pour créer des espaces où on se donnerait le droit de penser. C'est vraiment pas, ça va pas de soi. Et je suis pourtant dans un département qui est issu des luttes, parce qu'on ne nous a pas donné des départements d'études de genre. Il a fallu un mouvement social pour l'accueillir. Et puis, c'est constamment menacé et aussi le Center for Race and Gender, le Centre pour l'étude du racisme et de genre, a été menacé dernièrement. J'ai passé 3 années à lutter pour préserver ce qu'on pouvait de ce centre qui a vu en tout cas le budget réduite quand même, parce que toujours avec le prétexte de la crise, qu'on est constamment en crise comme par hasard, toujours avec ce prétexte-là, on essaye de réduire ou bien démolir des projets. Et donc pour moi, c'est une lutte à l'intérieur de l'université pour qu'on puisse avoir des espaces où on arrive à faire et à penser, à créer une pensée critique. Il y a aussi le fait de former des étudiants, d'essayer de former des étudiants pour qu'on ait une génération qui vienne et de les soutenir aussi dans leur lutte, parce que ça aussi, c'est pas évident.
C'est donc toute une lutte au sein des universités voilà, que je mène, en même temps que j'enseigne des cours qui, pour moi, ont une véritable signification, c'est-à-dire un cours sur le féminisme transnational, un cours sur colonialisme et sexualité, des cours comme ça, qui pour moi ont un sens. Donc je suis très heureuse de pouvoir enseigner ce type de cours, mais en même temps je ne me fais pas d'illusions, tout est menacé constamment malheureusement, tout est fragile. Alors, aux États-Unis, en général, en fait, je fais partie de plusieurs. Quand il y a des manifestations, j'y vais. Je reste pas chez moi en train d'écrire et tout ça. J'écris beaucoup, mais j'y vais dans les manifs. Je suis une activiste. Je n'ai jamais arrêté de militer, même aux États-Unis. Je pense qu'actuellement, on est vraiment très, très touché partout par ce virement à droite et par le fait que les gens d'extrême droite, ils sortent dans la rue, ils sont très très visibles, alors qu'auparavant, au moins, ils restaient chez eux. Je ne sais pas si c'est mieux de pouvoir les identifier, parfois je me le demande, ou bien si c'était mieux quand on n'avait pas à les regarder tous les jours. Mais en tout cas, ils sont partout, y compris à Berkeley, qui est censé être une ville de gauche. Ils essayent d'investir, par exemple, notre campus et ils font des manifs dans les parcs à côté de chez moi. Ils sont là, ils sont très présents. Et donc, je suis engagée dans tout ce qui existe pour les combattre. Par rapport à d'autres lieux du monde, en fait, je suis très investie en France aussi. Je participe par exemple à la Queer Week où je co-organise avec d'autres la queer et trans racisée, la journée queer et trans racisée que nous faisons tous les ans. Je fais partie des groupes, par exemple, même demain, on a le pique-nique queer et trans racisé ici à Paris, qu'on organise tous les ans, où on réunit un peu des queer et trans racisés de tous les groupes pour avoir un dialogue très large. Et c'est toujours, c'est très agréable, c'est dehors, il fait beau d'habitude, c'est super bien. En fait, à Berkeley aussi, cette année, j'ai co-organisé une manifestation contre, en fait, du 8 mars, la Journée internationale des femmes, avec des collègues et amis et militants, etc., de Oakland, de San Francisco et de Berkeley, donc la Bay Area. Voilà, donc je milite sur plusieurs plans. Euh, et ici à Paris aussi, contre le racisme, contre la colonialité. Je suis dans le mouvement décolonial ici. Je m'adresse, je pense, à tout le monde parce que, en fait, je viens d'une certaine positionnalité, mais je n'ai pas très envie d'être cantonnée dans ma positionnalité. Je pense que pour moi, j'envisage vraiment la libération totale et pour le faire, il faut tout le monde. Et donc, je m'adresse à tout le monde. Bien que, parlant à partir de comment je suis située. Je suis située d'une manière très spécifique que j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement les queers et transracisés qui sont mes interlocuteurs, c'est plus large que cela, bien que je pense qu'il faudrait, en tant que queer racisé, aussi m'occuper en fait de notre communauté qui a des conditions absolument lamentables partout. On a des taux très élevés de suicide parmi les jeunes, on a des taux de meurtres et d'assassinats, on a des taux élevés en fait de manque d'accès
à l'instruction, à l'éducation. On a des taux élevés de tous les problèmes sociaux. On est là et ça s'aggrave là dans les cas de la plupart des queers et trans racisés. Donc je ressens vis-à-vis de ma communauté une responsabilité très forte. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que je pense que nos problèmes sont liés à tout un ensemble de choses dans chaque société et aussi de manière planétaire. On ne peut pas résoudre nos problèmes sans résoudre, par exemple, des problèmes de la colonialité en général, aussi du capitalisme, de la misogynie en général et partout, du sexisme, de la queerphobie, de la transphobie, etc. Je ne suis pas trans, mais la transphobie me concerne énormément. Voilà. Donc, tout cela. Et le lien entre le personnel et la politique, je pense qu'il y a un lien, que le fait d'avoir été queer depuis toujours, mais quand même, à part le fait que ça te traumatise un peu, parce qu'en fait, on vit dans des sociétés hyper hétéro et ce n'est pas du tout évident. Mais je pense qu'on a un point de vue qui pour moi informe beaucoup de choses. Ça informe comment je vois la construction de l'autre dans n'importe quel domaine, je pense, parce que nous, on est construits comme des autres presque partout. Et donc, je pense que c'est important, la manière dont je suis située ou n'importe qui est situé. Cela dit, j'ai un peu peur de l'histoire du personnel et politique, parce qu'aujourd'hui, je vois que là où j'habite à Berkeley, dans la Bay Area, le personnel devient un but en soi. La libération personnelle, trop souvent, ça devient un but en soi. On va faire du yoga, on va manger bien, on va faire ceci, on va faire cela. Et en fait, moi, je suis militante et je pense que c'est très, très bien de s'occuper de soi, surtout quand on est un sujet dont c'était interdit de s'occuper de soi. Ça, c'est ce qui est le cas pour en fait, les queers et transracisés, pour les femmes, toutes les femmes, je pense, toutes les queers, je pense que et pour toutes les racisées. C'est-à-dire que c'est très, très large, ça. On n'est pas censé s'occuper de nous-mêmes, on est censé s'occuper de tous les autres. Et donc, pour moi, il y a un grain de quelque chose de révolutionnaire dans le fait de s'occuper de soi, mais il ne faut pas que ça reste là. Et malheureusement, avec le personnel et politique, parfois ça reste là, et ce qui n'est pas, à mon avis, très productif, parce qu'il faudrait se battre aussi. On ne peut pas être libre toute seule dans notre coin. On vit dans un monde et qu'il faut changer pour être libre, pour que tout le monde soit libre. Parce que c'est pas une solution, le personnel, l'embris et tout cela. Je suis engagée dans plusieurs types de projets. Et un des projets, c'est un projet d'archives, où j'essaye de refaire des archives, notamment de notre collectif Dyke Tactics, mais ça va au-delà de là. Il y a eu une manière d'écrire l'historiographie aux États-Unis dans laquelle on a évacué tout ce qu'il y avait de plus révolutionnaire chez les queers et aussi chez les féministes. Et donc, tout cela s'est fait à l'intérieur de l'université, malheureusement, d'habitude. Et il y a toute une archive qui reste en dehors de l'université et dont on n'a pas beaucoup connaissance. Actuellement, il y a des projets d'archives où on essaye de retrouver certaines choses, mais étant une personne qui a vécu des périodes en question,
chaque fois que je lis quelque chose, je me dis, mais c'est pas vrai, je veux dire, ça dépolitise ou bien ça ne rend pas exactement compte de ce qu'on avait fait. Parce que franchement, à l'époque, et moi je vous parle des années 70, on avait un point de vue déjà contre le colonialisme, contre la colonialité, contre le racisme, contre le capitalisme, le spécéisme, la misogynie, la queerphobie, en même temps. Et même d'ailleurs, le mot queer, ça date de bien avant. Et dans les années 70 déjà, il y en avait qui militaient autour de la question queer et non pas LGBTQ. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un effacement de notre histoire qui me trouble beaucoup parce que je l'ai vécu. Et en fait, j'étais pas là pendant que tout cela s'était écrit et je suis revenue après la France, après l'Inde, et qu'est-ce que je trouve? Bon, on a effacé dans ces écrits tout ce qui, pour moi, était le plus intéressant. Alors, donc, je m'engage, je suis engagée avec mon collectif à faire l'histoire de notre collectif. Et comme je suis la seule à être à l'intérieur de l'université, elles ont voté que ce serait ma responsabilité. Donc, mais j'ai accepté parce que et oui, et donc c'est ma responsabilité, et donc j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer leurs papiers, mais et comme elles ne l'ont pas fait, après il a fallu que je les cherche et tout ça, c'est tout un processus. Il faut savoir que les militants et militantes ne gardent pas toujours tout, et puis n'y pensent pas. Je ne sais pas pourquoi mes amis de mon collectif pensent que ça se fait de manière magique ou je ne sais pas quoi, mais en fait, on est en train quand même de faire ce qu'on peut. Parce qu'on voit ça de manière collectivement, on le voit comme vraiment une responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Et parce que sinon, il faut réinventer tout à chaque moment et on n'a pas d'histoire, etc. Alors qu'il y a une histoire. Donc, projet d'archives, et je prends ça très au sérieux. Je viens de contribuer 2 articles pour une encyclopédie sur l'histoire LGBTQ dans laquelle je mets en fait tout ça, des traces, des choses. Ici à Paris, il y a aussi un projet d'archives et je suis en contact avec des personnes et j'ai participé, en fait, j'ai keynoté le premier colloque ici à Paris sur les archives qui était organisé par Sam Boursier et d'autres. Et un de mes étudiants de Berkeley fait partie de ce collectif ici qui fait des archives. En tout cas, pour moi, c'est très important qu'on laisse des traces, et pas n'importe quelles traces aussi, des traces les plus révolutionnaires pour les générations qui viennent. À part cela, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Decolonizing Sexualities. Et ce réseau vise à mettre en dialogue des queers et trans racisés un peu partout dans le monde. D'abord en Europe, on a commencé en Europe et le réseau s'est basé en Angleterre, mais impliqué aussi la France, etc. Il y a un livre qui est sorti, qui est coédité par Sandeep Bakshi, Soraya Jivraj et Sylvia Posoccio, dans lesquels beaucoup d'entre nous on a contribué, on a des contributions, y compris beaucoup de personnes de la France. Les Lox, par exemple, ont un texte là-dedans, Jao Gabriel, plein de gens, de partout. Et donc ce réseau, c'est une forme de militance, en fait, où on essaye de faciliter, to enable des dialogues entre plusieurs groupes militants et individus militants, queer et transracisés. Donc on a ça. J'ai aussi cofondé
Transnational Decolonial Queer Trans People of Color. C'est un groupe qui a une présence maintenant sur Facebook aussi, qui est, qui est penché vers le Sud global et les racisés en Occident. Donc c'est encore un autre type de... Et il y a des universitaires, des militants, des artistes, enfin il y a plein de gens. Donc on essaye de... Et puis, à quoi ça sert? Bon, d'abord, ça nous permet de connaître, de savoir ce qui se passe dans plusieurs pays et d'être là si jamais il y a besoin de la solidarité dans une situation. Il y a de la solidarité presque automatiquement qui est là. Et puis aussi, on apprend beaucoup de choses les uns des autres. Et ça peut avoir un impact sur nos pratiques aussi. À part cela, je suis aussi active sur le plan en fait, contre l'extrême droite. C'est depuis ma thèse, et même un peu avant, c'est pour ça que j'avais choisi de faire ça en tant que thèse, je milite contre l'extrême droite. À Berkeley, je fais partie du centre, en fait, du comité du conseil du centre sur les études sur l'extrême droite, centre d'études sur l'extrême droite. Et parce qu'on essaye de voir un peu ce qu'ils fabriquent, ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, parce qu'ils sont partout, je veux dire, on vire à droite un peu partout dans le monde. Et aussi, on a organisé dernièrement un colloque à Berkeley sur ce sujet. Et puis, j'étais au Brésil avant et après les élections. Par exemple, à Paris, il y a 3 semaines, on a fait un panel avec des Brésiliens sur la situation au Brésil, aux États-Unis et en Inde. Et je continue à travailler sur ce sujet, à produire des textes et à travailler avec d'autres. Je suis co-directrice d'un projet qui s'appelle Political Conflict, Gender and People's Rights, conflit politique, genre et droits des peuples, et qui est basé à Berkeley, à Stanford et à Columbia University, et qui s'occupe de toutes ces questions de l'extrême droite et du conflit politique. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça, mais pour le moment.